Nous sommes mariés depuis 9 ans. Nous avons une fille, un prêt immobilier et un compte Spotify commun qui contient encore une playlist composée pendant notre lune de miel. Pendant la majeure partie de notre mariage, j'ai cru que nous étions sur la même longueur d'onde. Nous étions tous deux indépendants, ouverts d'esprit, communicatifs, du moins c'est ce que je croyais, Austin. Ma femme Vivien était intelligente, volontaire, profondément opiniâtre, et c'est ce qui se fait de mieux. Elle n'avait pas peur de dénoncer les injustices. Elle lisait beaucoup de littérature féministe, suivait des cours en ligne et animait des groupes de discussion. J'admirais sa passion, même si je ne la comprenais pas toujours. Mais les choses ont changé après la naissance de notre fille. Au début, j'ai mis ça sur le compte de l'épuisement. Elle était fatiguée, vidée, elle s'habituait à la maternité. C'est compréhensible. J'ai fait ma part. Biberon tard le soir, lessive, couche, promenade. Je voulais être un vrai partenaire. Je pensais qu'une fois le rythme établi, l'étincelle renaîtrait. Mais ce ne fut pas le cas. La distance ne s'est pas réduite. Elle s'est creusée. Le câlin a cessé. Les caresses ont disparu. Et chaque fois que j'essayais d'être proche d'elle, elle réagissait comme si je lui demandais quelque chose de grossier. Un soir, peut-être un an après la naissance du bébé, je me suis assis à côté d'elle dans son lit et lui ai dit doucement, « Ça me manque d'être près de toi. » On se laissait aller comme avant. Elle ne m'a même pas regardé. Elle a juste fixé le plafond et a dit, « Bien sûr que si. C'est ce que les hommes veulent toujours. Ce n'est pas suffisant que j'élève ton enfant. Je dois aussi performer. » Le mot performer m'a fait l'effet d'une claque. J'ai reculé. Je ne cherchais pas à te mettre la pression, ai-je dit. C'est juste que tu me manques. Elle n'a pas répondu. C'est devenu une habitude. Chaque fois que j'exprimais un besoin de proximité, on me disait que c'était égoïste, immature, conditionné par une masculinité toxique. Votre conception de l'amour est toujours ancrée dans le pouvoir. Elle me l'a dit un jour, non pas méchamment, mais avec une ferme conviction. Les vraies relations ne sont pas transactionnelles. Finalement, j'ai arrêté de poser des questions, mais ça lui faisait mal en silence, constamment. Pendant ce temps, elle a commencé à passer de plus en plus de temps à la salle de sport. Elle disait qu'elle avait besoin de renouer avec son corps, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour elle-même. Elle a acheté de nouveaux vêtements de sport, des chaussures de luxe, une bouteille d'eau haut de gamme. Je pensais que c'était une bonne chose, saine, mais quelque chose clochait. Elle a commencé à y aller 4 ou 5 fois par semaine. Puis sont arrivés les selfies à la salle de sport. Toujours seule, toujours filtrée. Des légendes comme si elle se souvenait de qui elle était, et la donne a changé. Elle est rentrée à la maison radieuse. Pas seulement en sueur, mais rayonnante de l'intérieur. Et pourtant, pour moi, elle était plus froide que jamais. La salle de sport a commencé comme une thérapie. C'est comme ça qu'elle l'appelait en tout cas. Mon temps, mon réinitialisation, disait-elle. Être mère l'épuisait. Elle disait qu'elle avait besoin d'un endroit où personne ne voulait rien d'elle. Ni le bébé, ni la vaisselle, ni moi. Et j'étais d'accord. Bon sang, je l'encourageais. J'étais fier d'elle. Elle prenait enfin soin d'elle après des mois d'épuisement, de ressentiment, de teint gris, de sommeil perturbé. Je pensais que ça la ramènerait peut-être à la vie. Et égoïstement, peut-être à moi. Ça lui a redonné quelque chose, mais pas pour moi. Au début, c'était juste 1 ou 2 fois par semaine, puis 3 fois, puis tous les jours, puis 2 fois par jour, cardio le matin avant le travail, musculation le soir après le dîner. Un jour, j'ai plaisanté à moitié. « Tu t'entraînes pour les Jeux Olympiques ?» Elle m'a adressé un sourire crispé, le genre qui n'en est pas vraiment un, et m'a dit « Non, je me choisis enfin. Tu devrais essayer un jour. » Ça m'a piqué. Je n'ai rien répondu. Je ne savais plus quoi dire, car tout ce que je disais pouvait être transformé en preuve que j'étais contrôlant, émotionnellement exigeant, ou son mot préféré, codépendant. Elle partait en leggings noirs et sweat à capuche simple, mais revenait avec une tenue différente, une humeur différente, légère, sentant la vanille et la sueur, et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer, parfois avec du gloss fraîchement appliqué. Des heures après la salle de sport, je me disais que ce n'était rien. Elle se redécouvrait, retrouvait son étincelle. C'était bien. Mais ensuite, il y avait des petits changements brusques. J'entrais dans la pièce et je voyais l'écran de son téléphone s'incliner loin de moi. Juste légèrement, juste assez. Elle a commencé à recevoir des SMS à des heures indues. 22h52, 6h15. J'ai remarqué les noms.
Coach J, homme à la mobilité abdominale forte, des noms que je n'avais jamais vus dans ses contacts. Un jour, elle a ri en lisant quelque chose et a murmuré « Oh mon Dieu, tu es tellement bête ». Puis elle s'est reprise et a rapidement verrouillé le écran. J'ai demandé « Qui était-ce ?» Elle a levé lentement les yeux et a dit « Ne commence pas. Comme ça. » Un avertissement, pas d'affection, pas d'explication, juste un mur. Je me suis dit que j'étais folle. Je voulais être folle. Avoir tort aurait été un soulagement, mais les signes s'accumulaient. Elle a commencé à prendre des douches plus longues après les soirées sport. 45 minutes une fois, presque 1 heure. L'eau coulait pendant qu'elle écoutait de la musique sur son téléphone, des chansons entraînantes, des morceaux de club, des trucs qu'elle n'avait pas écoutés depuis avant qu'on ait un enfant. Je me suis assise devant la porte une fois, juste à l'écouter. Pas pour espionner, juste pour essayer de comprendre. J'ai entendu sa voix fredonner. Vraiment fredonner. Je ne me souviens plus de la dernière fois que je l'avais entendue fredonner autour de moi. Ce soir-là, elle est sortie de la douche avec une serviette, est passée devant moi sans un regard et a dit nonchalamment « Tu peux plier le linge ». Puis elle est allée dans la chambre et a fermé la porte. Je suis restée assise dans le couloir pendant 1 minute entière, à fixer cette porte fermée, me sentant comme une étrangère dans ma propre maison. Là il fut un temps où elle m'embrassait dans le cou en passant, et m'entraînait peut-être même sous la douche avec elle. Maintenant, j'étais un personnage secondaire, une colocataire avec des responsabilités partagées, rien d'autre. Mais vint le moment crucial, celui que je ne pouvais oublier. Quelques nuits plus tard, elle rentra encore tard de la salle de sport, disant que le cours était trop long. Elle m'embrassa à nouveau sur le dessus de la tête comme si j'étais le chien de la famille et commença à monter les escaliers. Son téléphone sonna. Elle ne l'entendit pas. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Il était toujours allumé. Un nom que je ne reconnus pas. Logan, coach de musculation, et le message. Tu es une fille de feu. Je pensais encore à tout à l'heure. J'ai cligné des yeux. Ma gorge s'est desséchée instantanément. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas dormi de la nuit. Elle grimpa dans le lit à côté de moi, les cheveux encore humides, parcourant les pages de son téléphone comme si de rien n'était. Elle était calme, légère, le genre d'aisance qu'elle n'avait pas montré dans notre relation depuis des années. Mais ce n'était pas pour moi. Je restais allongé là, raide, la poitrine si serrée que j'avais l'impression d'être tenu. Sous l'eau. Mon corps était parfaitement immobile, mais en plein chaos. Mon cœur battait fort comme s'il essayait de me prévenir, de me crier dessus, de me tirer d'un mensonge. Je ne voulais pas la lâcher. Elle se retourna, tira la couverture jusqu'à son menton et dit « Bonne nuit ». Pas un baiser, pas un contact, juste 2 mots, routine neutre. Je voulais croire que j'avais imaginé le message. Peut-être que c'était juste une blague. Peut-être que c'était une plaisanterie anodine de Jim et que je projetais juste mes peurs comme elle le disait toujours. Mais cet emoji, ce ton, repensant à tout à l'heure, non, ce n'était pas amical. Ce n'était pas innocent. C'était un homme qui l'avait touché récemment, peut-être quelques heures avant son retour, avant qu'elle ne m'embrasse le front. J'ai regardé son visage s'endormir. Paisible, insensible à la guerre qui se déroulait à quelques centimètres d'elle. Et pour la première fois, je l'ai vraiment vue. Pas la femme que j'avais épousée. Pas la mère de mon enfant. Pas la personne que j'essayais d'atteindre depuis des mois, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était déjà parti. Moi. Elle avait juste oublié de faire ses valises. Le lendemain matin, je ne pouvais plus faire semblant. J'ai attendu qu'elle parte travailler. Elle partait toujours tôt le vendredi. Même routine. Sac de sport dans le coffre, leggings noirs moulants, nouveau haut, maquillage léger, pas de bisous d'adieu, mais n'oubliez pas le truc des parents à 18h. J'ai hoché la tête. Elle est sortie, a fermé la porte comme si elle ne quittait rien d'important. Et je suis resté là, figé, 1 minute entière dans mon propre couloir, dans ma propre maison, où plus rien ne semblait réel. J'ai marché lentement jusqu'à la chambre, m'asseyant au bord du lit où elle était allongée. Sa vieille tablette était toujours sur la table de nuit, celle sur laquelle elle lisait. Je ne l'avais pas vue la toucher depuis des mois. Je l'ai prise. Elle s'est allumée. Deverly Instantainment. Pas de mot de passe. J'ai ouvert les messages. Au début, rien. Discussion familiale, livraison Amazon, notification, SMS du groupe scolaire. Puis je l'ai vue. Logan. J'ai hésité. J'ai voulu la poser.
Je ne voulais pas être ce type. Mais ensuite j'ai repensé à toutes ces nuits passées à me demander si j'étais brisé. À tous ces matins où je m'excusais d'avoir besoin d'elle. À toutes ces fois où elle m'a regardé comme si j'étais pathétique d'essayer. Et j'ai tapé son nom. Le fil était long, très long. Des centaines de messages, des semaines d'échanges de photos, elle devant le miroir de la salle de sport. Certaines proches, d'autres très proches. Des légendes de 12 mètres, des clins d'œil. Tu me rends folle. Je n'arrivais plus à me concentrer après hier. Je sens encore tes mains. Tu me fais me sentir plus vivante que je ne l'ai été depuis des années. Chaque message a creusé un nouveau trou dans mon estomac. Chacun a réécrit un PAM de mon mariage. Et puis j'ai lu celui qui m'a finalement brisé. Il pense que je suis tout le temps fatigué. Mais la vérité, c'est que je ne supporte plus de faire semblant avec lui. Je suis restée assise là, tenant la tablette comme un animal mort, parce que j'ai enfin compris. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas de connexion. Ce n'était pas qu'elle était épuisée, traumatisée ou en train de se réapproprier son corps. Elle, c'est tout. Elle ne voulait pas de moi. Et au lieu de dire ça, elle m'a fait croire que vouloir ma propre femme me rendait toxique. Je n'avais rien prévu. Je ne l'avais pas répété mentalement. Je n'avais pas arpenté la pièce ni répété un discours. J'ai juste attendu, assis en silence le reste de la journée, les comprimés encore ouverts sur mes genoux, ces mots me brûlant le cerveau comme de l'acide sur la peau. Lorsqu'elle a franchi la porte d'entrée, la maison était déjà pleine de vérité. Elle ne le savait simplement pas encore. Elle est entrée nonchalamment, déposant ses clés dans le bol près de la porte, les cheveux en chignon, le sweat à capuche ouvert, fraîchement sortie de la salle de sport. « Salut », a-t-elle dit. « Je meurs de faim. »« Tu es mange ?»« Non, j'étais assis à la table à manger. »« Lumières éteintes. »« Juste une lampe allumée dans un coin. » L'air entre nous était électrique, lourd, mais elle ne le sentait pas encore. Elle posa sa bouteille d'eau sur le comptoir et dit « Je vais prendre une douche. »« On peut commander des nouilles après ? J'ai vraiment besoin de nouilles. »« Assieds-toi. » Ma voix ne tremblait pas. Je ne l'élevais pas. Je le disais comme si de rien n'était. Elle se tourna vers moi, confuse, peut-être légèrement amusée. « Pourquoi ? Ne me force pas à me lever et à t'asseoir. Tu n'aimeras pas. » Un silence. Elle s'approcha lentement, prudente, et s'assit en face de moi. Je voyais bien qu'elle me scrutait, essayant de deviner le ton. Étais-je contrarié par quelque chose à l'école ? Ai-je trouvé un reçu ? Était-ce à propos du budget ? Elle n'en avait aucune idée. Je glissai la tablette vers elle sur la table. L'écran déverrouillé était lumineux. Le dernier message était toujours ouvert. Il pense que je suis tout le temps fatigué. Mais la vérité, c'est que je ne supporte plus de faire semblant avec lui. Ses yeux se baissèrent. Elle se figea. Pas de halètement, pas de cris, pas de fausse confusion, juste le silence. Combien de temps ? Demandai. Rien. J'ai dit, combien de temps, salope ? Elle déglutit difficilement, puis murmura enfin. Quelques mois. J'acquiesçai. Ça collait à la chronologie. Les séances de sport nocturne, le besoin soudain de prendre soin de soi, la distance, les mensonges. Était-ce une question de guérison ? Demandai. Ou juste de se cacher ? Je ne voulais pas que ça aille si loin. Tu ne voulais pas que je le découvre. Ie corrigeai. Tu ne comprends pas ce que c'est. Tu as toujours voulu quelque chose de moi. Je ne pouvais pas respirer sans que tu essaies de me toucher. Je me penchai en avant, calme, posé. Tu m'avais dit que l'intimité physique était un outil du patriarcat. C'est vrai. Sauf quand c'est avec lui. Alors c'est quoi ? L'émancipation. Son visage se tordit. Une seconde. Elle avait l'air d'avoir envie de pleurer, de crier ou de jeter quelque chose, mais au lieu de ça, elle murmura, avec lui, c'était mon choix. J'acquiesçai de nouveau. Avec moi, c'était ta responsabilité. Avec lui, c'était ta récompense. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas à le faire. Tu m'as brisé d'avoir eu besoin de toi, d'avoir désiré l'intimité avec ma propre femme. Tu m'as traité d'immature, de toxique, de dépendante émotionnelle, parce que c'était constant. S'exclama-t-elle. Je ne pouvais même pas passer devant toi sans avoir l'impression que tu attendais quelque chose. Parce que tu me manquais, dis-je doucement. Parce que je regardais vivant s'éloigner sans savoir pourquoi. Elle détourna le regard.
Je suis désolé, mais ce n'était pas réel. C'était un réflexe. Elle ne regrettait pas de l'avoir fait. Elle regrettait d'être prise dans la contradiction entre son récit et son désir. Je m'en vais, dis-je en me levant. Attends, pas à cause de ce que tu lui as fait, dis-je, mais à cause de ce que tu m'as fait. Elle tressaillit comme si je venais d'allumer une allumette dans le noir. Non pas qu'elle ne l'ait pas vu venir, mais parce que maintenant c'était réel. Maintenant, il y avait des conséquences. S'il te plaît, ne fais pas ça, dit-elle rapidement. Sa voix tremblait, mais son visage n'était pas encore fissuré. Nous avons un enfant, dit-elle d'une voix tremblante. Nous pouvons surmonter ça. Tu as toujours dit que le mariage, c'est du travail. Je la regardais. Vraiment. C'était la même femme qui m'avait traité de nécessiteux émotionnel parce qu'elle me manquait. La même femme qui levait les yeux au ciel chaque fois que j'essayais d'engager la conversation sur notre distance. La même femme qui me disait que je la mettais sous pression juste parce qu'elle voulait la tenir la nuit. Et maintenant que je ne la suppliais plus, elle voulait arranger les choses. Nous avons un enfant et je ne laisserai pas une fille comme toi l'élever. Je lui ai dit, tu l'as préféré à moi et à ta famille. Alors ne mêle pas l'enfant à ça. Il n'était pas question de lui, dit-elle rapidement. Je me sentais revivre et je ne savais pas comment faire avec toi. Tout entre nous était une obligation. Alors tu aurais dû divorcer. Je ne t'en aurais pas empêché. Ça l'a fait taire pour une fois. Elle n'avait aucune philosophie, aucun article à citer, aucun thérapeute Instagram à imiter. Juste de la culpabilité, ou peut-être de la peur. Je peux changer de salle de sport, dit-elle, soudain désespérée. Je peux le bloquer. J'ai déjà supprimé les photos. On peut faire une thérapie. Je lirai des livres. Je ferai tout ce que tu veux. Non, je ne veux rien, surtout rien qui te concerne. Ne me compte plus sur moi, dis-je. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. N'est-ce pas ce que tu voulais, demandai-je. Pas comme ça. Elle se leva, traversa l'espace entre nous en deux pas rapides et attrapa mon poignet. Je vais faire plus d'efforts. Je te jure que je vais arranger ça. Je me suis juste perdu. J'ai confondu pouvoir et ressentiment. Mais je ne veux pas perdre notre famille. Sa poigne tremblait, mais la mienne non. Tu l'as déjà perdue. Tu ne l'as juste pas encore senti, parce que c'est moi qui maintenais tout ensemble pendant que tu brûlais. Elle me lâcha. Je pris mon sac. Je l'avais fait plus tôt dans l'après-midi. Quelques vêtements, mon chargeur, une brosse à dents. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Je savais déjà que je ne reviendrais pas. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé de mon frère. Le premier sommeil depuis des mois qui ne s'est pas terminé par la culpabilité, la honte ou le silence. Le premier matin, je me suis réveillé sans me demander ce que j'avais fait de mal, juste pour être vu. Nous avons demandé le divorce 2 semaines plus tard. Elle a pleuré à la médiation, a porté des pulls tout doux, a dit à l'avocat qu'elle n'avait jamais voulu lui faire de mal. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste signé les papiers, regardé le stylo bouger et senti le poids enfin s'alléger. Quelques mois plus tard, notre fille m'a demandé « Pourquoi papa et maman vivent-ils dans des maisons différentes maintenant ?» Je me suis assis à côté d'elle par terre, j'ai ramassé un crayon qu'elle avait laissé tomber et j'ai dit doucement « Parce que parfois, l'amour finit par blesser. Et la meilleure façon de continuer à aimer quelqu'un, même si ce n'est que comme parent, c'est de le faire de plus loin. » Elle hocha la tête, ne pleura pas, accepta simplement, comme le font les enfants lorsqu'ils perçoivent une vérité plus profonde, mais n'ont pas encore les mots pour l'exprimer. Avec Vivian, on ne se parle plus beaucoup maintenant, juste l'essentiel. Les sorties à l'école, les vacances, les dépenses partagées, tout par SMS, tout poli, efficace, froid. Elle essaya d'être chaleureuse un moment, envoyant des émojis décontractés, des messages amicaux du genre « J'espère que tu vas bien ». Une fois, elle m'envoya même une vieille photo de nous à Paris, avant le bébé, avant la distance. Je ne lui répondis pas, car cette version de nous n'existe plus. Et faire semblant, c'était un mensonge de plus. Elle voulait que je vive à l'intérieur. Une amie commune m'a dit qu'elle avait changé de salle de sport, changé de numéro, supprimé ses réseaux sociaux pendant un temps, changé de marque, je suppose, créé un club de lecture, commencé à publier des articles sur la guérison et l'honnêteté radicale. J'ai entendu dire que le coach avait déménagé. Elle n'en a plus jamais parlé. Une autre amie, une des siennes, m'a confié à voix basse que Vivant ne pensait pas que je partirais, qu'elle avait toujours pensé que je bouderais, pleurerais, pardonnerais. Quand elle a réalisé que j'étais parti, émotionnellement, mentalement, juridiquement,
ça l'a frappée comme un accident de voiture. Elle a pleuré. Apparemment, elle a fait une dépression nerveuse chez sa mère. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. Mais ce n'en était pas une. C'était un choix. Un choix qu'elle répétait à chaque séance de sport. Chaque fois qu'elle se moquait de moi par SMS, chaque fois qu'elle me disait non et oui, hut. Et maintenant, elle vit dans un petit appartement. Elle partage la garde, achète des livres de développement personnel, commence ses phrases par « j'ai appris ça ». Elle dit qu'elle travaille sur elle-même. Je m'en fiche. Je ne lui souhaite pas de mal, mais je ne la plains pas non plus, car le problème avec les ponts, c'est qu'il faut finalement rester seul dans la fumée et se demander si le jeu en valait la chandelle. Quant à moi, je me suis concentré sur le fait de me taire à nouveau. Pas comme elle m'avait fait taire, honteuse, petite, réduite au silence, mais vraiment calme, paisible. J'ai recommencé à dormir. Un vrai sommeil, pas celui où le corps se repose pendant que le cerveau repasse en boucle. Chaque rejet. J'ai repris une thérapie, recommencé à faire de longs trajets en voiture sans destination. J'ai repris ma guitare. Elle prenait la poussière au fond du placard depuis des années. Quant à Logan, son amant, le soi-disant coach sportif, le type qui envoyait des messages tard le soir disant qu'elle avait encore du feu en elle. Je dois dire qu'il n'utilisera pas cette force pour plaire à qui que ce soit de sitôt. La nouvelle s'est répandue quelques semaines après mon déménagement. Quelqu'un l'a agressé sur le parking derrière la salle de sport chic du centre-ville où il s'entraînait. Ce n'était pas aléatoire. Pas d'agression, pas de portefeuille volé, juste de la violence, directe et chirurgicale. J'ai entendu dire qu'il avait été retrouvé recroquevillé sur le trottoir, à peine conscient, le sang ruisselant sous lui, le visage tuméfié, les côtes fêlées, et pire encore, il avait perdu ses couilles, littéralement. Apparemment, les dégâts étaient si importants que les médecins n'ont pas pu les sauver. Il y avait une hémorragie interne, des testicules rompus, l'un complètement arraché, l'autre irrémédiablement écrasé. Il n'aura pas d'enfant. Il ne sourira plus devant les miroirs ni ne se musclera pour les selfies. Il ne murmurera plus de promesses obscènes aux femmes mariées pendant les phases de récupération. Maintenant, avant de tirer des conclusions hâtives, oh, pas moi, et je ne dirai pas le contraire non plus. Voyez-vous, je ne suis pas stupide. Je sais comment ces histoires sonnent, surtout au tribunal ou à huis clos avec des avocats sirotant des cafés et jouant à Dieu avec les horaires de garde. J'ai trop en jeu. Ma fille, ma paix. Mais les gens comme Logan se font facilement des ennemis. Il suffit d'un regard indiscret, d'une main sur la mauvaise hanche, d'un sourire narquois devant la copine du mauvais homme. Quelqu'un s'est offusqué. Quelqu'un a envoyé un message, et ce message, il était fort, permanent. Logan ne s'entraîne plus. Il ne se montre plus à cette salle de sport, ni à aucune autre d'ailleurs. La rumeur dit qu'il a déménagé, boiteux, silencieux, amer, tel un fantôme du pan dopé à la testostérone qu'il était autrefois. Et moi, je dors bien, car le karma n'a pas besoin d'horaire. Il lui faut juste une raison. Passons maintenant à la deuxième histoire. Avant, je pensais que les barbecues étaient simples. Retourner des hamburgers, ouvrir quelques bières, empêcher le chien de voler de la nourriture, et hop, on passe un bon samedi. Mais cet après-midi-là, alors que je me tenais près du barbecue dans notre jardin, spatule, main et tablier couvert de jus de viande, j'ai appris quelque chose de nouveau. Parfois, la personne dont il faut se méfier n'est pas celle qui tient les pinces. C'est celle qui tient le verre de vin et un micro fait d'égo. Cette personne, dans mon cas, c'était ma femme, Méline. Elle flottait dans le jardin comme si elle en était propriétaire, riant aux éclats, tenant la cour avec ses amis, lançant des répliques comme si elle organisait son propre rôti spécial. Jadon a essayé de réparer le broyeur à déchets la semaine dernière. Elle a crié de l'autre côté du jardin. Disons que maintenant, ça fait encore plus de bêtises. Un rire vif et immédiat a parcouru le groupe. J'ai souri poliment et j'ai retourné un hamburger. Oh, et ne lui demande pas d'utiliser un tournevis, sauf si tu veux voir un homme pleurer, a-t-elle poursuivi. Je jure que j'ai déjà vu des ratons laveurs plus habiles. Plus de rire. Même parmi ceux qui étaient à mi-manger, quelqu'un s'est étouffé avec une frite. Bon, respire profondément. Pas le moment de craquer. J'ai juste souri de nouveau et j'ai continué à l'interroger. Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait la chute devant un public. Et Dieu sait que ce ne serait pas la dernière. Mais je n'étais pas amer. Pas encore. Pas avant qu'elle ne passe au 3e round. Et ne me parlez pas de son sens financier, a-t-elle dit en sirotant son verre. Cet homme a un jour investi dans une application qui indiquait quand arroser les fausses plantes. Les fausses plantes.
Tout le monde a éclaté de rire. Une de ses amies, Cathy, je crois, a tellement ri qu'elle a ricané. Elle a vraiment ricané. Quel bruit. Voilà le truc. Je sais encaisser une blague. Vraiment. J'ai des décennies d'expérience. Mais les blagues cessent d'être des blagues quand elles sont à sens unique. Quand on est le seul à saigner de rire. Alors, quand ce fut mon tour, juste pour une fois, j'ai lancé une petite réplique. Pas un coup bas, juste une pique douce. Le genre de mots que les époux échangent au dîner. En distribuant des hot dogs, j'ai dit avec un sourire, dis donc, au moins, je n'ai pas brûlé d'argent comme ta mère le fait chaque fois qu'elle entre dans un centre commercial. C'était léger, un petit rire, à peine plus fort que le grésillement du grill. Mais Méline s'est retournée, et tout a changé. Elle s'est dirigée droit vers moi, un verre de vin dans une main, la colère dans l'autre. Pas d'avertissement, pas de sourire narquois, pas de regard moqueur, juste une claque. Sa paume s'est posée sur ma joue, assez forte et tranchante pour figer toute conversation. Ne parle pas de ma mère comme ça. Elle siffla, les yeux froids et vitreux. Son rire s'éteignit. Quelqu'un laissa tomber une assiette en carton. Le chien se mit à aboyer. Je restais là, un pain à hot dog à la main, figé comme un mannequin dans une quincaillerie. Je ne criais pas. Je ne jurais pas. Je ne bronchais même pas. Je la regardais simplement, ni en colère, ni triste, juste surpris, car elle avait raconté à la même foule 10 minutes plus tôt que j'avais pleuré en réparant un évier. Mais quand je fis une blague à la légère sur sa mère accro au shopping, je reçus une gifle comme si j'avais jeté les mains dessus. Alors, j'acquiesçai une seule fois. Puis je me retournai, rentrai dans la maison et fermai la porte derrière moi. Dans la cuisine, j'ouvris le congélateur et pressai un sac de petits pois surgelés contre mon visage. Non pas pour la douleur, mais pour apaiser les pensées qui bouillonnaient dans ma tête. Cette gifle ne venait pas de nulle part. Et ce regard non plus. J'avais repoussé tout ça pendant des semaines, peut-être des mois. Les appels téléphoniques discrets, le parfum qu'elle ne portait jamais pour moi. Le voisin, Jonathan, qui se montrait soudain plus souvent que le facteur. Avant, je refusais d'y croire, mais après cette gifle, j'ai enfin arrêté de me mentir. Je suis resté dans la cuisine plus longtemps que nécessaire, le temps que la porte du congélateur sonne 2 fois et que la glace fonde dans mon col de chemise. Peu m'importait. Je restais planté là, à fixer le carrelage, laissant le brouhaha de la fête s'infiltrer par les fenêtres comme de la statique. Je n'étais pas en colère, pas vraiment. J'étais en train de digérer. On pourrait croire qu'une gifle devant des amis et des voisins m'étrait. Quelqu'un en colère, mais je n'ai ressenti que ce bourdonnement lancinant qu'on ressent quand quelque chose ne va pas depuis un moment et qu'on arrête enfin de faire semblant. C'est là que je l'ai vu par la fenêtre. Jonathan, il était près de la clôture, à moitié caché derrière les arbres près du jardin, en train de parler à Méline. Trop près. Beaucoup trop près. Elle tournait le dos à la maison, une main sur son bras, comme s'il discutait de quelque chose de très sérieux. Il était penché, à l'écoute. Il lui toucha le coude. Elle rit doucement. Ce rire précis, celui que je n'avais pas entendu depuis des semaines. Elle riait comme ça avec moi. Et maintenant, elle semblait vivante. Je me penchai en avant, plissant les yeux à travers la vitre. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un passa devant la fenêtre, me bouchant la vue. Le temps qu'il disparaisse, Méline retournait déjà vers la terrasse, Jonathan la suivant comme si de rien n'était. Je laissai le rideau tomber lentement. Qu'est-ce que c'était que ça? Est-ce que j'imaginais? Peut-être, peut-être pas. Jonathan était un type sympa, amical, poli, le genre de type toujours prêt à aider, mais qui ne transpirait jamais. Sourire parfait, pelouse parfaite, abdos parfaits, à en juger par sa façon d'insister pour tondre torse nu. Et ces derniers temps, il était souvent là. Jonathan aide juste avec les étagères. Méline avait dit le mois dernier, Jonathan a réparé la poignée de porte. Tu étais trop occupé. Jonathan proposa d'aider à installer les lumières de la terrasse. C'est pas mignon. Ouais, c'était tellement mignon que ça m'a pourri les dents, mais je l'avais ignoré. J'étais pris par le travail, les longues heures, les échéances à respecter. Méline disait qu'elle s'ennuyait, qu'elle se sentait seule, qu'elle avait besoin d'attention. J'ai essayé d'être plus présent, j'ai planifié des rendez-vous, préparé des dîners. Zut, j'ai même téléchargé une application de méditation pour couple qui, selon elle, améliorerait notre relation. Et puis elle m'a giflé pour une phrase idiote sur sa mère. Non, quelque chose clochait. Je suis retourné dehors, les petits pois toujours collés à ma joue.
Tout le monde a essayé de faire comme si de rien n'était. Que Dieu bénisse leurs âmes maladroites. Cathy m'a adressé ce faux sourire compatissant du genre « Oh mon Dieu, c'est tellement bizarre. » Les disputes de couple. Je lui ai souri en retour, mais intérieurement, j'étais à bout de nerfs. Méline faisait comme si de rien n'était. Elle était maintenant assise sur une chaise longue, un verre à la main, riant de nouveau avec Jonathan. Elle n'a même pas bronché quand je suis passé devant eux. « Comment va ta tête ?» a demandé Jonathan, ricanant comme si c'était une chute, pas un vrai coup. « Bien, ai-je dit. Pas m'a aidé. » Toujours figé, comme ton sens des limites. Il a cligné des yeux. Méline a ri un peu trop fort. « Oh mon Dieu, Jadon, détends-toi. Tu dramatises. » Ah bon ? Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai pris une bière dans la glacière et je me suis assise au bord du jardin, loin de la foule, à regarder, à réfléchir. Le reste du barbecue m'a donné l'impression de regarder un film que j'avais déjà vu, mais avec des acteurs différents faisant semblant que tout allait bien. Les hamburgers étaient trop cuits. Les enfants se sont battus pour des glaces. Quelqu'un a renversé un verre sur notre nouveau tapis. Et Méline a continué à rire avec lui, toujours avec lui. Quand le dernier invité est arrivé, je suis parti et je ramassais des gobelets en plastique sur la pelouse. Méline était à l'intérieur en train de se changer pour enfiler ce qu'elle appelait son pyjama d'après-fête. Mignon, douillet, réservé au soir où elle avait envie de faire semblant que tout était parfait. Elle est entrée dans la cuisine pendant que j'essuyais le plan de travail. « Ce n'était pas drôle, a-t-elle dit. Pas de salutations, pas d'excuses. » Je n'ai pas levé les yeux. « Ouais, j'ai dit. Ni l'histoire de l'évier ni celle de la fausse application de forfait. » Elle a levé les yeux au ciel. « Tu as réagi de manière excessive. J'ai pris une gifle. Tu as insulté ma mère. Tu m'as humilié 3 fois. J'ai fait une blague et tu m'as fait une vraie Real Housewives. » Silence. Puis elle a fait ce truc, elle a croisé les bras comme si elle se forçait un mur. « Tu devrais peut-être te faire une carapace. Peut-être que tu devrais te faire une conscience. » Ai-je rétorqué. Elle m'a regardé fixement. Je lui ai rendu son regard. Puis elle est partie. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste le doux bruit de ses pieds dans l'escalier. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Elle était blottie contre moi. Comme si de rien n'était. Elle parcourait les pages de son téléphone, AirPod dans les mains. Riant doucement, je fixais le plafond et pensais à Jonathan. Jonathan le serviable. Jonathan le torse nu. Jonathan le sourire en coin. J'ai décidé de n'accuser personne. Pas encore. Au lieu de ça, je fais quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. Regarde. Alors, le lendemain matin, j'ai dit à Méline que j'avais une double journée de travail. J'ai fait mon sac et je suis parti, mais je ne suis pas allé au bureau. J'ai fait le tour du pâté de maison, me suis garé au bout de la rue, j'ai attendu. Ça a pris 11 minutes. Le pick-up de Jonathan est arrivé comme si c'était un mardi comme les autres. Il s'est garé, pas devant comme d'habitude, mais au bout du pâté de maison. Petite manœuvre sournoise, mon pote. Puis il est allé tranquillement jusqu'à notre maison, sans rien tenir, ni outils, ni fourniture, juste son téléphone. Il a sonné. Méline a ouvert, vêtue de ce même peignoir douillet qu'elle prétendait être uniquement pour dormir. Ils ne se sont pas embrassés, ils ne se sont pas serrés dans les bras. Mais la façon dont elle s'est écartée pour le laisser entrer était trop naturelle. J'ai pris des photos, tout simplement. Au cas où. Je ne savais même pas quoi en faire. J'avais juste besoin de quelque chose de concret, de plus que des soupçons. Je suis parti, mais pas chez moi, pas au travail. J'avais besoin d'air, d'espace, de clarté. Ce soir-là, je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai cherché le schéma. J'ai consulté notre agenda commun. Devinez quoi ? À chaque réunion en soirée, en service tardif ou en déplacement professionnel, Jonathan passait ou donnait un coup de main à la maison. Réparer les lumières, accrocher les étagères, donner des conseils d'aménagement paysager, aider à la fluidité intérieure. Fluidite interior. Mon cul. Disons qu'elle envoyait plus de SMS à Jonathan qu'à moi. Même pendant les dîners, même pendant les films que nous regardions ensemble. Elle souriait à son téléphone et disait, « C'est un truc de boulot. » Bien sûr que oui. Mais la dernière faille, celle qui a brisé mon déni, est arrivée 2 jours plus tard. Je suis rentré tôt, mais je lui ai dit que
J'étais coincé dans les embouteillages. Je me suis garé à quelques pâtés de maison, je suis monté tranquillement, et sur le porche, j'ai entendu sa voix par la fenêtre de la cuisine. 투세이스 엘리피어. Dit-elle en riant. Il pense vraiment que je l'ai giflé à cause de la blague. Ryers. La voix de Jonathan. Tú es un salvaje. Il est tellement passif. Il plie toujours. J'avais besoin de changer l'énergie. Tu l'as changé. D'accord. Ils ont ri de nouveau. Je me suis éloigné de la fenêtre comme si elle était en feu. Ce n'était pas seulement la liaison. Ce n'était pas seulement la gifle. C'était qu'elle me pensait si inoffensif, si faible que je ne ferais rien, que je ne remarquerais rien. Et c'est là que quelque chose en moi a fait tilt. Elle voulait que je me taise. Elle voulait que je sois confus. Elle voulait que je continue à jouer les gentils pendant qu'elle réécrivait les règles. Bon, qu'elle y pense. Qu'elle rit parce que la chute allait arriver. Et cette fois, ce serait la mienne. Le soir où je les ai entendus rire par la fenêtre de la cuisine, ma femme et l'homme qui est apparemment maintenant notre homme à tout faire officieux. Quelque chose en moi ne s'est pas contenté de casser, mais pas de la façon dont vous le pensez. Je n'ai pas frappé les murs, je n'ai pas crié dans le vide, je n'ai pas jeté ses vêtements par la fenêtre comme un gars dans une chanson country. Non, je suis devenu intelligent. J'ai commencé là où tout homme curieux le ferait. Son téléphone. Un matin, elle était sous la douche. J'étais censé me précipiter pour travailler. Au lieu de cela, je me tenais près de la commode de la chambre, faisant semblant de chercher des chaussettes. J'ai entendu l'eau courir. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait laissé son téléphone en chargeant la table de nuit. J'ai déménagé rapidement. Pas de temps pour faire défiler les conversations. Ce serait trop risqué. Alors, j'ai fait la seule chose que je savais qu'elle ne remarquerait jamais. J'ai synchronisé son téléphone avec mon ordinateur portable en utilisant la fonction de sauvegarde intégrée d'Apple. Elle s'était connectée à notre cloud familial il y a un nuage et a clairement oublié. Tout ce que j'avais à faire était de le brancher, de frapper quelques boutons et de boum, de sauvegarde complète en moins de 3 minutes. J'ai laissé le téléphone exactement là où il était. Écran intact. Elle n'a jamais soupçonné de rien. Cette nuit-là, après elle je suis allé me coucher, je me suis assis dans le salon avec mon ordinateur portable comme si je regardais un film de fin de soirée. Ce que j'ai vu, pas un film, plus comme un accident de voiture au ralenti avec mon nom sur la plaque d'immatriculation. Des textes entre elle et Jonathan remontant à des mois. Merci pour aujourd'hui. Vous savez toujours comment me détendre. Il sera sorti tard ce soir. Vous devriez venir. Dieu, j'aimerais être avec toi à la place. Photo aussi. Un peu apprivoisé, d'autres non. L'un d'eux, dans cette robe, qu'elle prétendait était juste pour se détendre, posé, souriant, tenant un verre de vin. J'ai reconnu le putain de verre à vin. Nous l'avons eu à notre anniversaire. Je ne me suis pas arrêté là. Avec l'accès au cloud, je suis entré dans son historique de localisation IMAP. Même les notes de calendrier partagées qu'elle pensait d'être privées. Il s'avère que tous ces cours de yoga, rencontres de clubs de lecture et jours de spa, ils se sont parfaitement alignés avec le Times que le camion de Jonathan avait été vu garé à quelques pâtés de maison ou quand je travaillais tard. Et pour couronner le tout, des mémos vocaux. Il s'était envoyé de petits enregistrements comme Horny High Shoulder. Dans l'un, elle a chuchoté, il pense toujours que nous ne sommes que des amis. Pauvre. Il est tellement impatient de plaire. C'est presque mignon. Jonathan a répondu, s'il découvre jamais, nous dirons que c'était un soutien émotionnel ou une merde spirituelle. Il est assez crédule. C'est à ce moment-là que mon estomac s'est tourné. Mais pas de la colère, de la clarté. Le genre de clarté dont les gens parlent juste avant de faire quelque chose d'irréversible. J'ai commencé à collectionner, silencieusement, méthodiquement. J'ai créé un dossier sur un lecteur privé, je l'ai étiqueté simplement. Contenquite, screenshots, fichiers audio, dates calendar. À lui comme si je ne m'étronne pas compte de la même planète. Stupide de la gifle, léchant toujours mes blessures. N'a pas remarqué. J'ai commencé à séparer nos finances. Déplacer des morceaux tranquillement comme un homme se préparant pour un départ tranquille. Et quand elle m'a dit qu'elle partait pour le week-end, le voyage des filles, la guérison profonde, la réinitialisation du chakra, j'ai simplement dit, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Parce que je ne l'arrêtais pas. Je lui donnais plus de cordes. Elle ne savait tout simplement pas que c'était déjà lié. Le vendredi qu'elle est partie,
Il faisait beau. Ironique, vraiment. Méline se tenait à la porte avec son sac de week-end, les lunettes de soleil, prétendant qu'elle ne vibrait pas pratiquement d'excitation. Elle m'a fait un câlin qui se sentait répété. Sterile. Le genre de câlin que vous donnez à votre dentiste après un nettoyage décent. Je t'aime, dit-elle comme la ponctuation. Je t'aime aussi, répondis-je. Un seul d'entre nous le voulait. Elle est montée dans sa voiture, a salué une fois, et est partie pour le voyage de sa fille, sauf que je savais exactement où elle allait, et je savais qu'elle n'était pas seule. Je l'ai donné 3 heures, assez longtemps pour qu'elle se fasse à l'aise. Assez longtemps pour que Jonathan puisse montrer à la petite cabine de location qu'elle a réservée sous le nom de son ami. Assez longtemps pour qu'ils commencent à faire semblant qu'ils étaient dans une sorte de conte de fées secrètes où la vraie vie et moi n'existons pas. Ensuite, j'ai appuyé sur Send. J'ai envoyé le premier email à nos amis et à nos plus proches amis. 저스트운 패티 메시지 팔리. Et tout le monde, je sais que nous nous soucions tous de Méline. C'est pourquoi je pense que c'est juste que vous voyez ce qu'elle a fait tout en disant à tout le monde que nous travaillons à travers des choses. Les photos sont attachées à quelques photos et extraits de messages entre elle et notre voisin Jonathan. J'ai supprimé quelque chose de trop graphique. Je pensais juste que tu devrais l'entendre avant que les rumeurs ne commencent à voler. 제이던. Puis j'ai envoyé un autre email à son patron. Méline travaille en RH. Son entreprise se targuait de l'intégrité, du professionnalisme dans et hors du lieu de travail et une implication hilarante de la communauté. Jonathan avait récemment fait des travaux de passation de marché pour son département. Les photos de s'embrasse dans la cuisine de la cabine, gênées bien sûr, ne se rédigeraient probablement pas bien à ça. Facture signée et à sa signature d'approbation. Ups. J'ai envoyé le 3e email à Jonathan lui-même. Pas de mots, juste une pièce jointe, un fichier PDF nommé apprécié à l'intérieur, chaque capture d'écran, chaque affrontement du calendrier, chaque transcrit de la note de mémo vocale, chacune avec la date et l'heure exacte. J'étais censé travailler, et il aidait juste Méline à réparer les lumières extérieures. Et puis j'ai attendu. Cela a pris 45 minutes. Mon téléphone a sonné. Je n'ai pas répondu. 10 textes de Méline. 카터 더 잔어선. Un d'un numéro inconnu. Probablement un nouveau téléphone qu'elle a acheté en mode panique. Puis silence. Silence bien heureux et large jusqu'à 23h13. Le dernier message de Méline est apparu. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé l'écran un instant, puis j'ai tapé. Je laisse juste la vérité étirer ses jambes. Quand elle est rentrée à la maison dimanche soir, la maison était propre. Sa clé fonctionnait toujours. Je n'étais pas dramatique comme ça. J'étais assis dans le salon en sirotant du thé. Elle a ouvert la porte lentement comme si elle pensait que cela pourrait exploser. Jadon, dit-elle à bout de souffle. Que fais-tu? Assis, attendre, penser. Tu aimes humili. Non, dis-je calmement. Tu as fait ça. Je viens de courir le public. Elle m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme devant elle. Et peut-être qu'elle ne l'a pas fait parce que l'homme qu'elle avait l'habitude de se moquer. Gifler, mentira, gaslight. Il était parti. L'homme devant elle avait maintenant des preuves. Un avocat et il ne reste plus rien à perdre. Méline a toujours pensé qu'elle avait 10 étapes d'avance. Toujours le plus intelligent de la pièce. Toujours celui qui tire les cordes. Alors la regardant essayer de se récupérer dans son salon, les cheveux encore humides de la douche de panique. Des lunettes de soleil à l'intérieur comme celle-ci la protégeraient en quelque sorte de la réalité. Était presque surréaliste. Elle a rythmé comme si elle essayait de dépasser les conséquences. Vous avez tout ruiné. Calatait-elle, la voix tremblant. Tu ne pouvais pas me parler. Vous deviez devenir nucléaire. J'ai siroté mon thé, je l'ai regardée comme si elle était une enfant confuse. Tu aimes Geifel. N'oubliez pas que cela est sorti de nulle part. Pourquoi vous attendriez-vous à ce que je vous avertisse à l'avance? Elle est devenue silencieuse comme elle l'a toujours fait quand il n'y avait pas de retour intelligent. Vous ne pouvez pas agir comme la victime maintenant. Méline, tu as écrit ce script. Je viens d'appuyer sur l'impression. Les retombées ont commencé rapidement. Lundi matin, elle a été appelée dans un examen de la conformité au travail. Apparemment, les représentants des RH ne sont pas censés approuver les factures des hommes qu'ils s'embrassent secrètement dans des cabines de location. Qui savait? Jonathan a également perdu son concert contractant. Il a essayé de le faire tourner. Dit que je le calculais. N'avait pas d'importance.
Les photos n'ont pas menti. L'un de nos amis communs, Jen, m'a envoyé un texto en privé. Je suis vraiment désolé. Nous pensions tous que quelque chose était éteint. Nous ne voulions tout simplement pas le croire. Vous ne méritez pas cela. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de sympathie. J'avais juste besoin d'espace. J'ai demandé le divorce la même semaine. Propre, direct, pas de théâtre. Mon avocat a inclus une ventilation de tout. Clause d'adultère, division des actifs, ensemble de preuves. C'était hermétique. Méline a essayé de s'allumer, puis a supplié, puis cria, puis essaya de pleurer. J'ai fait une erreur. Elle sanglota, accroupie sur le sol de la cuisine comme si elle jouait dans sa propre tragédie. S'il vous plaît, Jadon, ne jetez pas tout. Je l'ai regardée et pendant un moment, je me suis souvenu de qui elle était. La femme que j'ai épousée, la femme que je pensais savoir. J'ai dit doucement, va-t-il, tu as allumé le feu. Je sors juste des cendres. Les mots se répandaient dans le quartier comme des incendies de forêt. Les mêmes personnes qui se moquaient de ces blagues au barbecue ont maintenant traversé la rue pour l'éviter. Jonathan a arrêté de tondre torse nu, puis s'est arrêté complètement. Ce n'était plus à la maison. Murray, le personnage d'arrière-plan. Maintenant, j'ai été l'auteur de ma propre fin. Hors scène.